Bon, donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va terminer le chapitre 2 et commencer le chapitre 3. Et si certains d'entre vous ont des questions à poser sur le devoir informatique à rendre pour samedi, j'en prendrai quelques-unes. Mais pas trop, et pas tout de suite. Donc on verra ça à la fin. Ça vous permettra de rester présent dans les 5 dernières minutes. Entre les 10 dernières minutes, à voir. Bon, donc commençons par le chapitre 2. Alors, je sais que c'est vieux parce que ça date avant les vacances. Mais je crois qu'on s'était arrêté là. On s'était arrêté sur la question d'une question importante qui est qu'il n'est pas possible de chaîner des indices de l'ASPER, qu'il n'est pas possible de cumuler des indices de l'ASPER ou des indices de vache, des indices synthétiques, et que malheureusement, quand on procède à ce calcul-là, L2,1P multiplié par L1, 0P, et ben ceci n'est pas égal et différent de ce qu'on aurait pour un indice simple. Ceci est différent de ce qu'on obtiendrait en cumulant sur 2 périodes. Bon, et la raison elle est claire. La raison elle est liée à la définition même d'un indice synthétique. Un indice synthétique s'assimile à un produit scalaire avec plusieurs dimensions, et donc on ne peut pas procéder aux simplifications qu'on pouvait faire précédemment. D'accord? Donc je vous rappelle ici, si vous faites ce calcul, vous voyez peut-être qu'une bonne manière de le présenter, c'est plutôt divisé par 100. Donc on raisonne directement en termes de quotient multiplicateur égal indice. L2,1P divisé par 100, c'est quoi? C'est bien P2 scalaire Q1 divisé par P1 scalaire Q1. Et le L10, c'est bien P1 scalaire Q0 divisé par P0 scalaire Q0. Et vous voyez que ceci, ce que j'aurais aimé faire, c'est essayer de simplifier, essayer de créer des choses au numérateur et au dénominateur. Mais vous voyez que je n'y arrive pas. Il n'y a pas de simplification évidente. Et ce qui serait l'indice de l'ASPER cumulé, lui, il est bien égal à P2 scalaire Q0 divisé par P0 scalaire Q0. D'accord? Vous voyez bien qu'il n'y a pas de possibilité, ce que je mets ici, il n'y a pas de possibilité de simplifier. Et donc il n'y a pas de possibilité de cumuler des indices synthétiques. D'accord? Et la raison pour laquelle ce n'est pas possible, c'est simplement lié au fait que vous voyez qu'à chaque fois que vous calculez un indice intermédiaire, en fait on change les quantités à la date initiale. Donc évidemment, ça ne vous donne pas le même résultat. On a une révision permanente en fait des pondérations. Oui? C'est quoi? C'est quoi le? La nature des indices. Là, c'est les indices synthétiques ne sont pas comme les classifications. Celle de l'ASPER, c'est quoi la nature? La nature, quelle nature? Là, on a les synthétiques et d'autres catégories qui n'est pas cumulable. On appelle ça les indices simples. D'accord? Donc là, c'est un indice synthétique, et donc on va faire ce calcul. Donc, de la même manière, ça veut dire que ce qu'on pouvait faire à l'aide de cette formule qui était aussi le changement de base, eh ben on ne peut plus le faire dès lors qu'on est avec des indices synthétiques. Donc, le problème, c'est que ça veut dire que par exemple, imaginez que vous calculiez un taux d'inflation, et c'est le cas en France, en utilisant un indice de l'ASPER, d'accord? Si vous avez 2 observations de cet indice de l'ASPER, 2 années qui se suivent, en combinant ces 2 observations des indices de l'ASPER, en les multipliant, on n'obtient pas un indice de l'ASPER sur 2 années. Sur les 2 années, on n'obtient pas d'indice de l'ASPER cumulé. Donc, est-ce que c'est gênant?
ce que fait l'INSEE, c'est qu'on invente une catégorie qui est ce qu'on appelle les indices de l'ASPER chaînés, ou les chaînes de l'ASPER, ou les chaînes de Pasch, dans lequel on chaîne les LASPER, mais sans que ça donne des LASPER. D'accord? Typiquement, calculer une chaîne de l'ASPER, appelons-la CL, entre l'année 2 et 0, je mets C comme chaîne, d'accord? Par définition, ce n'est pas une propriété, c'est une définition. Cette chaîne de l'ASPER, eh ben c'est quoi? C'est les deux LASPER cumulés entre les 2 années, le tout, évidemment, divisé par 100 pour se ramener à une base qui est bien de 100. Donc ça, c'est bien calculé, c'est ce qu'on appelle une chaîne de l'ASPER. On a chaîné des LASPER, mais bien sûr, cette chaîne de l'ASPER n'est pas du tout un indice de l'ASPER. D'accord? Ce que je dis ici sur l'inflation est également vrai sur le PIB. Si on calcule ce qu'on appelle un indice de PIB en volume, cet indice de PIB en volume, c'est simplement, entre l'année 1 et l'année 0, c'est simplement un LASPER des quantités. D'accord? C'est ça le PIB en volume, en base 100 à des 0. C'est d'accord? Et ce qu'on appelle le taux de croissance du PIB, entre l'année 1 et l'année 0, d'accord? Donc combien le PIB a cru l'année 1, c'est V1, 0. Vous êtes d'accord avec moi que c'est L1, 0Q sur 100 moins 1. D'accord? C'est ça le taux de croissance du PIB. Taux de croissance du PIB réel. D'accord? Des fois on dit du PIB pour mieux signifier à prix constant. On vient marquer que le niveau des prix, c'est bien celui de l'année 0. Cette quantité-là, c'est bien P0 Q1 divisé par P0 Q0 multiplié par 100. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà comment on mesure la croissance du PIB en volume ou encore la croissance du PIB à prix constant, en considérant que le prix n'est pas modifié entre les 2 années, l'année 1 et 0. Et bien, vous voyez que quand je calcule, quand je dispose de ceci sur 2 années complémentaires, et que je cherche à les cumuler de cette manière-là, d'accord? Et bien ceci c'est différent de ce que serait l'indice du PIB, d'accord, multiplié par 100. D'accord, c'est pas la même chose. Et pourtant, ça, c'est bien ce qu'on appelle une chaîne de l'ASPER qui vous indique comment le PIB a augmenté entre les 2 années, d'accord, multiplié par 0. Donc de la même manière que pour l'indice des prix, vous voyez que quand on regarde le taux de croissance du PIB en réel à prix constant et qu'on cherche à le cumuler par milliers d'années, et bien le calcul qu'on fait, c'est simplement un calcul de chaîne de l'ASPER. On fait comme si on pouvait les cumuler, alors qu'en fait, mathématiquement, cela ne donne pas un LASPER, ça donne une chaîne de l'ASPER. OK? Donc cette chaîne de l'ASPER, elle est évidemment très utilisée par les statisticiens, parce que dès qu'ils cumulent des PIB, des taux de croissance du PIB, en fait, ils font des chaînes de l'ASPER. OK? Et évidemment, il n'y a pas d'autre solution. Pourquoi il n'y a pas d'autre solution? Parce que vous voyez bien que sur un an, prenez l'indice des prix, il y a des biens qui apparaissent et des biens qui disparaissent. D'accord? Donc sur un an, il y a des variations, mais sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, c'est absolument gigantesque. Si on prenait en permanence l'indice de référence des quantités d'il y a 15 ans pour calculer l'indice de prix d'aujourd'hui, bien sûr que vous n'aurez pas une vision fidèle de ce que les gens pensent être l'inflation. C'est pour ça que chaque année, on révise en fait, on révise la base des quantités avec lesquelles on calcule cette inflation. Et donc ça, c'est faire des chaînes de l'ASPER. Oui?
Alors, c'est ce que je vais mettre ici. Ce que j'appelle les indices chaînes ou les chaînes de Lasper ou de Pache. D'accord? Ça a des inconvénients. Ça a des inconvénients. L'inconvénient, c'est que peut-être qu'au bout d'un moment, la signification économique est floue. D'accord? La signification économique est floue. Mais voilà, s'il y a des erreurs de calcul qui sont faites sur une année, elles se cumulent les autres années, mais l'intérêt, c'est ça. Si on cherchait à mesurer la croissance économique depuis Jésus-Christ, la descente de Jésus-Christ, ou depuis l'Église, si vous voulez, hein, moi je m'en fous, je suis de la religion, depuis très longtemps en tout cas, et bien sûr que Jésus-Christ n'avait pas de téléphone portable, de manière un peu stupide, on est bien d'accord. Pourtant, on arrive bien quand même à essayer de mesurer quelque chose qui ressemble à la croissance économique. Évidemment que c'est fait sous des hypothèses historiens qu'il faut regarder. On ne peut pas échapper à cette question. Il n'y a pas de solution, de bonne solution à cette question. Donc la bonne solution, c'est de chaîner des lasers, chaîner des indices synthétiques. Voilà. L'intérêt de ça, c'est que ça règle l'apparition de nouveaux biens, celle de ce qu'est le palier initial. Et puis évidemment, l'intérêt de ça, c'est que les indices chaînes qui sont transférables, donc notamment, ça implique qu'avec ces indices, vous pouvez faire des changements de base. D'accord? Puisque le changement de base repose sur la transférabilité des indices. Bon. Je peux écrire en rouge, changer de couleur. Ok. Il y avait aussi un autre résultat, mais enfin, c'est toujours d'ailleurs le même résultat. C'est que les indices sont non réversibles. Qu'est-ce que c'était la propriété de réversibilité des indices? C'est que si vous preniez un indice simple, d'accord? L'indice simple, c'est juste xt sur x0. On est d'accord? Bon bah, xt sur x0, ce n'est rien d'autre que 1 divisé par x0 sur xt, d'accord? Ok? Et donc évidemment, c'est aussi égal à 100 divisé par i0t. Autrement dit, ce que je viens de faire ici, je viens de changer le sens du temps. Le premier indice, il était calculé entre t par rapport à 0. D'accord? xt sur x0, c'est la définition. Mais je peux inverser le sens du temps, considérer maintenant que la date 0 devient la date t et vice-versa, et on avait ce résultat qui était que it0 divisé par 100, c'était 100 divisé par i0 par rapport à t. L'inverse d'un indice simple, l'inverse d'un indice simple, c'est l'indice simple pris en sens inverse du temps. Donc, au sens près, bien sûr, parce que c'est en termes de notion multiplicateur. Ok? Donc ça nous permet de dire que si le IT0 valait 110, d'accord, le I0T vaut combien? Vaut 1 divisé par 1,1 multiplié par 100. C'est-à-dire, je sais pas, 90,9. Ok? On avait fait ce genre de calcul, inverser le sens du temps. Évidemment, cela ne va plus marcher pour un indice, un indice synthétique. Pourquoi? Parce que regardez, l'indice synthétique de Lasper, avec mes notations scalaires, divisé par 100, il est égal à quoi? Il est bien égal à PT Q0 divisé par P0 Q0. Ok? Et si je cherche à l'inverser, essayons de l'inverser comme on l'a fait au-dessus. Ça, on va dire c'est quoi? C'est 1 divisé par ce qui est en dessous, je le mets au-dessus, P0 Q0 divisé par PT Q0. On est d'accord? À chaque
fois, ce sont des produits scalaires. Hein. Et vous voyez que ce P0, Q0, si mon Q est un peu bizarre, la lettre, un peu étrange. Mais bon, c'est P0 scalaire Q0 divisé par PT scalaire Q0. Et ce que vous repérez ici, ce n'est pas un indice de Laspers. On s'attendrait à ce que ça puisse être un indice de Laspers inversé en fonction du temps. Mais en fait, non, regardez, c'est quelque chose dans lequel vous comparez P0 à PT, très bien. Donc ça, c'est bien dans le sens d'une inversion, mais en prenant comme base Q0, c'est-à-dire la situation initiale. Et donc, vous avez ce résultat, qui est que lorsque vous inversez un Laspers au sens algébrique du terme, et bien, ce que vous trouvez, en fait, c'est quelque chose qui a un H en sens inverse du temps. D'accord? Donc, quand vous inversez un Laspers, comme on voudrait le faire pour l'indice simple, vous ne trouvez pas un Laspers qui est dans le sens inverse du temps, vous trouvez bizarrement, pas bizarrement, c'est une propriété, un H en sens inverse du temps. Donc l'inversion d'un Laspers au coefficient 100 près, parce que attention à chaque fois, c'est divisé par 100, d'accord? Quand vous inversez un Laspers, vous ne trouvez pas un Laspers en sens inverse du temps, bizarrement, vous trouvez un H en sens inverse du temps. D'accord? Donc c'est un peu compliqué. Pas compliqué, mais en tout cas, l'inversion d'un Laspers, l'inversion algébrique d'un Laspers ne donne pas un Laspers en sens inverse du temps, mais donne un H en sens inverse du temps. Et bien sûr, un H en sens inverse du temps, ce n'est pas un Laspers en sens inverse du temps. D'accord? Donc, on a ce résultat qui est un peu étonnant, mais qui permet de comprendre aussi pourquoi Laspers et Grad vont ensemble. C'est que si vous cherchez à aller en sens inversé du temps, ce que vous construisez, ce n'est pas un Laspers en sens inverse du temps, un inverse de Laspers, c'est un inverse de H. D'accord? Et donc vous avez ce résultat, voilà. Il suffit juste de le voir. Si vous avez un Laspers, l'ingrédient de base c'est ça, d'accord? Si vous cherchez à le retourner, vous allez avoir un P0 Q0 divisé par un PT Q0, d'accord? PT ici Q0. Vous voyez bien que ceci, c'est bien un P0 par rapport à un PT, donc c'est bien un indice de prix. C'est bien un indice de prix qui compare 0 à t, donc en sens inverse du temps, mais qui utilise comme structure Q0 la structure initiale. Donc ça c'est bien un H 0t du prix divisé par 100. D'accord? Ok. Donc 100 divisé par un Laspers dans l'autre sens me donne un H. Bon. Est-ce que c'est utile, intéressant comme résultat? Je ne sais rien. Je ne suis pas sûr que ce soit fondamental. C'est juste pour vous montrer comment on peut faire les choses. Il y a un dernier point. Oui, donc voilà. Évidemment, je le redis, hein, si ça est vrai pour un Laspers, c'est exactement pareil pour un H. D'accord? Si j'essaie d'inverser un H, ben j'obtiens un Laspers en sens inverse du temps. Ça marche dans les deux sens, bien sûr. Donc on a ces deux relations. D'accord? On a ces deux relations. Bon, ça ne paraît pas être fondamental, mais en même temps, puisqu'on montre qu'on ne peut pas inverser un Laspers, autant dire que l'inversion d'un Laspers donne un H en sens inverse du temps, c'est le résultat qu'on obtient. Dernier point, et ça je crois qu'on l'avait vu dans la DE, ça me semble peut-être plus important, c'est que vous vous rappelez que pour un indice, alors je ne sais pas si je l'appelle simple ou élémentaire indice, c'est pas très important, mais pour un indice élémentaire, j'avais le fait que l'indice de valeur, c'était l'indice de prix multiplié par les deux quantités. Vous pouvez écrire ça comme ça. Vous voyez, imaginez que vous aviez la recette du cinéma. La recette du cinéma, c'est le prix de la place multiplié par la deux quantités divisé par
le prix de la place multiplié par le nombre de quantités à l'instant 0. Okay. Ceci, bien sûr, c'est égal aussi, concernant un indice simple, c'est bien une multiplication ici par un du scalaire à cela. D'accord? Donc on en déduisait que un indice simple, alors ici c'est un indice simple des quantités de t par rapport à 0, q divisé par 100 multiplié par l'indice simple des prix divisé par 100 me donnait l'indice de la recette divisé par 100. Vous vous rappelez de cette propriété, d'accord? Cette propriété n'est évidemment plus valide lorsque on s'intéresse à un indice synthétique. En fait, lorsqu'on s'intéresse à un indice synthétique, vous allez voir que l'indice de la valeur, d'accord, l'indice de la valeur, ce n'est rien d'autre que la multiplication d'un laspère des prix avec un page des quantités. D'accord? C'est ce que je vais faire maintenant. Le produit d'un laspère des prix et d'un laspère des quantités ne donne pas un indice de valeur. Ce qui donne un indice de valeur, c'est le produit d'un laspère des prix avec un page des quantités. Je vous propose de l'illustrer juste sur une page que j'ouvre. D'accord? C'est quoi un indice de valeur? L'indice de valeur, d'accord, je note comme ça, divisé par 100. Cet indice de valeur, il est égal à quoi? Il est égal à PT scalaire QT divisé par P0 scalaire Q0. D'accord? Vous voyez que ça, je peux toujours le décomposer en deux morceaux. Je peux toujours mettre en bas P0 scalaire Q0 et en haut mettre PT scalaire Q0. Et si je le multiplie, je dois le multiplier par PT scalaire Qt et le diviser par PT scalaire Q0, de manière à ce que ça et ça s'élimine. Vous êtes d'accord? Mais vous voyez que cette quantité, c'est quoi? Cette quantité-là, PT scalaire Q0 divisé par Q0 scalaire Q0, c'est quoi? C'est de l'aspère des prix divisé par 100. Et cette quantité-là, c'est quoi? C'est le page des quantités divisé par 100. Donc, l'indice de valeur, vous regardez de combien a augmenté la valeur du panier en termes d'indice, d'accord, n'est pas le produit d'un aspère des prix par un aspère des quantités. C'est le produit d'un aspère des prix par un page des quantités. Ok? Donc là aussi, vous voyez qu'il y a un lien entre l'aspère et page. Évidemment, ce que j'ai fait ici dans ce sens-là, je peux le faire de manière différente. J'aurais très bien pu prendre, au lieu de le faire comme je l'ai fait, j'aurais très bien pu prendre un page des prix avec un aspère des quantités. C'est quoi un page des prix? C'est un P0, un aspère des prix, c'est un PT Q0 comparé, non, un page des prix. Oh là là, c'est dur pour moi. C'est quoi un page des prix? Un page des prix, on est d'accord que page des prix, c'est bien un PT QT divisé par un P0 QT. D'accord? Et ça, c'est aussi, vous voyez bien que PT QT sur P0 Q0, c'est aussi PT QT sur P0 QT, multiplié par P0 QT sur P0 Q0. Et
ça, ce n'est rien d'autre qu'un page des prix divisé par 100, multiplié par un Laspers des quantités divisé par 100. Donc, ce qui apparaît ici, c'est que quand vous cherchez un indice qui montre comment la valeur a augmenté, vous pouvez le voir soit comme étant la multiplication d'un Laspers des prix par un page des quantités, soit comme étant la multiplication par un page des prix par un Laspers des quantités. Ça va tomber ça demain à l'examen, après-demain, samedi. Ça va tomber ça samedi à l'examen. Bien sûr que si. Pourquoi vous faire rire? Vous savez, quand on fait du vélo, on ne fait pas du vélo en plaine. Il y a des moments où il faut monter un peu la côte. Sinon, vous restez comme étant... vous installez aux Pays-Bas dans ce cas-là, vous faire de la voile. Et encore, même sur la voile, il y a des tempêtes. Donc ça peut bien sûr que ça peut tomber demain et samedi à l'interro. C'est dans le programme. D'ailleurs, rappelez-vous, il y avait une question là-dessus dans la DE. Donc évidemment, ça peut tomber, vous vous rappelez bien. Évidemment, il n'y aura pas que ça le jour de l'examen, mais il y aura ça aussi. Il peut y avoir ça aussi, bien sûr. Bon. Alors, regardez, là, ils ont l'air de bien se marrer. Qu'est-ce qu'il y a sur votre ordinateur, monsieur Lévis? En général, on sait KR et Post, c'est pas encore du groupe, c'est Munch à qui je parlais. Ah, c'est Issonar. Qu'est-ce que vous regardez? Ah, ça voit Issonar. Ok. Son voisin est un peu vautré sur son truc. Ça va trop vite le cours? Ça va passer vite? Vous pensez quelque chose ou pas? Vous pensez rien? Et si vous pensez rien, vous ne pouvez pas venir à l'université. D'accord? Je vois que vous êtes tous d'accord. Bon, donc on va passer à autre chose, ça va passer vite. Ok. Donc voilà. La propriété remarquable, elle est là. C'est celle que je viens de démontrer ici. Quand vous combinez un Laspers des prix avec un page des quantités, ça vous donne un indice de valeur. Et de la même manière, quand vous combinez un page des prix avec un Laspers des quantités, ça vous donne exactement la même chose. Rappelez-vous qu'on avait la même chose lorsqu'on s'intéressait aux effets de structure dans l'entreprise. Le problème est de savoir quelle entreprise on prend comme référence. Donc regardez, je crois qu'il y a un petit transparent là-dessus après. Donc ça, on a déjà fait. On ne va pas le redire. Ok. Exemple ici, on pourrait le faire sur Excel. On a calculé plein de choses. Et notamment, on a calculé ici des indices de valeur. D'accord? Donc, l'indice de valeur de 0 par rapport à 1 et de 2 par rapport à 1. Vous voyez que entre 0 et 1, la valeur, entre 0 et 1, entre 0 et 2, la valeur a augmenté de 125%. D'accord? Puisqu'on est passé de 100 à 225. La valeur a augmenté de 125%. Maintenant, vous pourriez vous dire, mais d'où vient cette augmentation de la valeur du panier? Est-ce que ça provient du fait qu'il y a plus de biens dans le panier? Ou est-ce que ça provient du fait que le prix des biens dans le panier a augmenté? Donc, vous voulez décomposer l'augmentation de la valeur en un effet prix et un effet quantité. Ce que je viens de dire juste ici, c'est que si vous faites ça, les 225 ici, d'accord, vous pouvez les décomposer de deux manières. Soit en disant que l'indice des prix de la valeur, c'est la multiplication d'un Laspers des quantités avec un page des prix, un Laspers des prix avec un page des quantités. Donc vous dites, les 125% d'augmentation, c'est 35% d'augmentation des prix, puisque ça c'est le Laspers des prix sur les deux périodes, et 66,7% d'augmentation des quantités, d'accord? Donc voilà, vous êtes capable de dire ça. L'augmentation en valeur de 125% se décompose de l'augmentation des prix par le Laspers de 35%, et qu'il y a 35% d'inflation. Et donc dans ce cas-là, l'augmentation des quantités c'est 66,7%, et c'est un pâche, d'accord?
c'est bien un patch. C'est une première manière de dire les choses. Soit vous pouvez dire en sens inverse que l'augmentation de 125%, on va la décomposer à partir d'un patch des prix, et dans ce cas-là, il faut utiliser un Laspert des quantités. Ah oui, c'est un peu tordu. Donc dans ce cas-là, vous allez dire l'augmentation des prix d'après patch, on l'a calculé là-haut, elle est indiquée là, me semble-t-il, c'est là, d'accord? C'est ça le patch des prix, c'est 35%, non, 38,5%, non, c'est là, 38,5%, et l'augmentation des quantités, qui est un Laspert, c'est le Laspert des quantités entre les 2 années, c'est 162,5, donc ça fait une augmentation de 62,5%. Donc vous avez deux manières de décomposer en fait l'augmentation de la valeur du paquet. La première, c'est en prenant Laspert des prix, pas des quantités. Ça fait 35% de prix et 66,7% de quantité. Et de la même manière, vous pouvez le faire aussi en sens inverse. Et vous trouvez un résultat qui est un peu différent. J'ai bien dit qu'il est un peu différent, qui n'est pas exactement le même, mais qui n'est pas non plus trop éloigné. Si les deux donnaient des résultats très différents, ça serait un peu gênant, d'accord? On avait eu exactement ce même problème quand on avait réfléchi à comparer deux entreprises qui avaient des structures différentes. Si vous réfléchissez typiquement à ce qu'on fait en comptabilité nationale, ce que font au niveau du calcul du PIB, ben, je ne sais pas, vous pouvez dire en comparant 2 années que le PIB en valeur a augmenté de 5% ou de 6%. Donc ça, c'est bien l'augmentation de la valeur du PIB en utilisant les prix et les quantités des années considérées. Et ensuite, vous pouvez prendre ces 6% et les décomposer en deux effets. Un effet qui est lié à l'inflation, d'accord? Vous allez mesurer par exemple par un indice d'inflation, donc par un Laspert des prix, ok? Et si vous voulez ajouter quelque chose qui est un effet volume, et bien cet effet volume, ce n'est pas un Laspert des quantités, mais c'est un patch des quantités. C'est un peu tordu, d'accord? Donc, vous voyez, sur cette question des PIB en volume et en valeur, le PIB en valeur, et regardez le taux de croissance du PIB en valeur, c'est bien l'addition d'un effet prix et d'un effet volume. Mais si vous cherchez à décomposer et que vous prenez l'inflation, vous prenez un Laspert des prix, d'accord? Et logiquement, il faudrait pas prendre un patch des quantités. Mais les comptables nationaux n'aiment pas les patchs. Ils n'aiment pas trop les patchs. Donc comme ils n'aiment pas trop les patchs, vous savez pourquoi ils n'aiment pas les patchs? Parce que les patchs, c'est compliqué à comprendre. Parce que l'inverse d'un patch, c'est la moyenne des inverses des indices élémentaires. Donc c'est compliqué à comprendre. Donc, comme ils ne veulent pas prendre un patch, bon, ils disent non, tout ça, finalement, ça ne fait pas beaucoup de différence. Sur un an, ça ne change pas grand-chose. Si les évolutions sont faibles, la question n'est pas très importante. Ici, vous voyez que les évolutions sont fortes. C'est une augmentation de 125%, donc c'est énorme. D'accord? Donc après, on comprend qu'effectivement, ça nous donne des conclusions qui sont un peu différentes dans les deux cas, et qui n'est pas si différente que ça. Et plus la croissance est faible, moins il y a d'augmentation, plus la différence entre les deux est négligeable. Ok? Mais malgré tout, il faut faire attention à ça. Et bien sûr que ça, c'est aussi au programme Bien sûr que ça, c'est au programme de demain. Personne ne vient demain. C'est bon, vous êtes tous inscrits pour demain. Demain, qui vient demain à l'apéro? Vous venez tout samedi. D'accord. Non, parce qu'on avait donné la possibilité aux gens de s'inscrire demain s'ils avaient un empêchement samedi. Et c'était hier la deadline à minuit. Il y a 25 étudiants qui ont répondu qu'ils viendraient demain. Donc ceux-là, ils viendront demain. Et donc voilà. Et donc, si vous n'avez pas répondu, vous ne pouvez plus y aller, parce que justement, on ne voulait pas que les gens viennent spontanément. Mais il n'y en a que 25 qui ont dit, je pensais qu'il y en aurait plus. Comme quoi, vous ne partez pas en week-end, en fait. Vous avez pas assez d'argent? Moi, c'est pareil. Il y a comme un étudiant tout à l'heure qui a oublié son ordinateur. Donc, vous pouvez essayer de le revendre si vous voulez. Il n'est pas encore venu le rechercher. Et évidemment, on le garde précieusement, parce que quand même, on va trouver son ordinateur. Bon. Ok. Donc, c'est bon là-dessus? Ça va à peu près?
Ouais. J'ai toujours dit que, en comptabilité nationale, d'accord, et c'est comme ça qu'on avait commencé le cours, vous vous rappelez, sur les indices synthétiques. On avait montré comment construire un indice d'inflation, et on prenait bien comme indice d'inflation un Laspers, c'est-à-dire on faisait la moyenne des indices élémentaires pour chaque bien, de l'augmentation du prix de chaque bien, pondéré par les coefficients budgétaires initiaux. D'accord? Donc l'indice d'inflation est bien un Laspers des prix. Alors, ensuite, ce que j'ai ajouté ici en rouge, mais ça me semble être un peu hors programme, c'est pour ça que j'ai mis en rouge, c'est que les comptables nationaux, lorsqu'ils doivent faire un indice des volumes, donc par exemple calculer un PIB en volume, à prix constant, c'est bien ça, un PIB en volume, c'est à prix constant. Et bien justement, ils le font à prix constant, c'est-à-dire ils le calculent aussi comme un Laspers des quantités. Alors que, tu prends un pâche, le prix constant, ils prennent le prix initial. Donc de la même manière, ils calculent aussi un Laspers. Donc en fait, ces indices sont tous des Laspers. Et vous voyez que l'inconvénient de ça, c'est que quand vous multipliez un Laspers des prix avec un Laspers des quantités, vous n'obtenez pas un indice de valeur. Vous n'obtenez pas la manière dont le PIB en valeur à prix courant a augmenté. Un indice du PIB à prix courant. D'accord? C'est pas exactement ça. C'est un problème d'approximation et de convention. Et la manière dont on mesure. D'accord? Mais ça montre aussi qu'on est face à un problème qu'on ne peut pas régler. Rappelez-vous, quand on a voulu comparer les salaires de l'entreprise A et de l'entreprise B, on voulait mettre en avant un effet spécifique, un effet de structure. Et il a bien fallu qu'à un moment on choisisse de prendre l'entreprise A comme référence ou l'entreprise B comme référence. Et quand on le faisait, il fallait qu'on fasse l'inverse. Pour maîtriser la structure, il fallait qu'on choisisse l'entreprise A, et pour maîtriser les salaires, il fallait qu'on choisisse l'entreprise B. D'accord? C'est exactement le même problème. Ce problème-là, il ne peut pas être résolu. Il n'y a pas de solution. Non, c'est pas de choisir le comptable national, choisit toujours de mesurer par un Laspers. Et comme les évolutions sont faibles, d'accord, approximativement c'est juste. Une question. Voilà. Donc, ce que vous devriez maintenant savoir faire pour l'examen de demain et de samedi, c'est identifier un effet de structure. Donc, pour qu'il y ait un effet de structure, il faut qu'il y ait une structure. Il faut qu'on utilise une grandeur qui est une grandeur complexe. Le salaire moyen de l'entreprise, ça combine. Le salaire moyen de l'entreprise A, je mettais, ça combine ce que j'appelais la structure de l'entreprise A avec les salaires de l'entreprise A par catégorie. D'accord? Et donc ça, c'est bien une grandeur complexe. Et pour comparer deux entreprises qui sont soumises à deux grandeurs complexes comme ça, on doit bien isoler l'effet de structure et l'effet spécifique au salaire. On l'a vu dans le cours, dans un exercice. Savoir le mesurer. Ben, il y a deux manières de mesurer. Soit en prenant l'entreprise A comme référence, soit en prenant l'entreprise B. D'accord? Deux manières de mesurer. Distinguer un indice élémentaire d'un indice synthétique. Bon, ça on aura peut-être pu mettre en premier. Un indice élémentaire de simple, c'est pour une grandeur simple qui n'a qu'une seule dimension. Et dès que vous avez des torchons et des sordiers dans le panier, vous êtes obligé d'avoir un indice synthétique. Vous devez savoir calculer un indice synthétique. Page et Laspers. Et ensuite, vous devez décomposer l'évolution de consommation entre l'évolution en prix et l'évolution en volume. Et ça, vous voyez qu'il y a deux manières de faire. Soit vous combinez un Laspers des prix avec un page des quantités, soit vous faites un page des prix avec un Laspers des quantités, d'accord? Soit vous mélangez deux Laspers, et dans ce cas-là, c'est une approximation. Ce n'est pas le résultat exact, d'accord? Et puis définir l'indice servant à mesurer l'inflation en France, c'est un Laspers des prix. Voilà ce que vous devriez savoir faire ensuite avec un sujet. C'est bon? Donc c'est bon. Donc vous êtes prêts pour l'interro de demain.
de samedi. Je sais plus. Et n'arrivez pas en retard. Hein. On commence à 8h30 pile. Ça va durer que 1 heure. Ok? Et n'arrivez pas en retard. Donc j'aime pas beaucoup les retards. Même si ça m'arrive des fois d'être en retard aussi. Ok. Donc je vais passer au chapitre suivant, qui est consacré aux séries chronologiques. Donc, le chapitre suivant, c'est le chapitre 3. Voilà. Ok. Donc, série temporelle. Ou série chronologique. D'accord? C'est ça l'intitulé du chapitre. Je vous demande un peu d'attention, s'il vous plaît. Bon. Je ne vais pas vous présenter le plan parce que, voilà. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on étudie une série chronologique, l'intérêt de l'étude chronologique, c'est que l'ordre dans lequel est présentée la série a de l'importance. D'accord? Quand vous étudiez une classe de TD ou un amphithéâtre, vous allez classer les gens par ordre alphabétique, d'accord? Mais c'est un classement qui est aléatoire, qui est lié simplement à la manière dont il est défini l'ordre alphabétique. Donc il n'y a aucune raison qu'il y ait une relation entre la lettre A et la lettre B, si ce n'est parce qu'elles se succèdent dans l'alphabet. Donc l'ordre n'a pas d'importance. Par contre, évidemment, lorsque vous étudiez une série chronologique, et ça c'est fondamentalement différent, vous voyez que la proximité de deux dates importe. Et que si vous preniez une série chronologique et que vous vous amusiez à mélanger les observations, évidemment vous perdriez une bonne partie de l'étude du phénomène. Alors que si vous prenez une classe de ZD et que vous mélangez les étudiants dans l'ordre alphabétique, vous ne perdez strictement rien à la manière dont vous étudiez les choses. D'accord? Donc la série chronologique elle a cette qualité qui est que l'ordre dans lequel elle se présente est très important. Ça peut être vrai aussi pour les données géographiques. Quand vous étudiez des données géographiques, dans l'espace, vous avez des propagations, et donc la proximité peut être importante. En chronologie, elle n'a qu'une seule dimension, d'accord? La date T succède à la date T-1. En revanche, si vous regardez quelque chose qui est réparti sur une surface, vous voyez que la proximité est plus difficile à définir, parce que c'est à gauche, à droite, en haut, en bas, d'accord? Il y a plusieurs manières de définir la proximité. Donc ça, c'est ce qu'on va voir là. Alors, on va réfléchir à ces séries temporelles sur des exemples. Et ce qu'on cherche à faire, le but du chapitre, c'est décomposer les séries temporelles, décomposer les évolutions. Décomposer une évolution, c'est chercher par exemple à identifier des mouvements qui l'animent. Ces mouvements s'appellent quoi? Ça peut être la tendance qui va décrire le long terme de la série. Ça peut être les cycles qui va montrer des choses récurrentes dans la série. Ça peut être ce qui est une forme de cycle, mais plus systématique, des saisonnalités. Quand vous avez une série mensuelle ou une série trimestrielle, ben oui, le prix de la pomme est le plus élevé possible au mois d'août chaque année, au mois de juillet, juste avant la récolte de pommes. Donc ce sont des saisonnalités. Et puis, ça peut être une dernière composante qui sont des aléas qui viennent modifier la série. Donc, quand on cherche à analyser une série temporelle unique, elle-même, sans chercher à la relier à une autre série, ce qu'on ne va pas faire dans ce cours, ce que l'on veut, c'est effectivement réussir à identifier ou réfléchir à ce que peut être une tendance, un cycle, une saisonnalité et autre chose. D'accord? Et donc, quand on va décomposer la série dans des composantes inobservables, on va s'essayer précisément essayer d'identifier ces différents éléments, et donc ça sera ça ce que l'on va faire dans ce chapitre, en tout cas dans le cas auquel on peut aboutir.
Donc évidemment, cette décomposition, elle ne peut se faire qu'en modélisant la série. Elle ne tombe pas du ciel, c'est un choix d'analyste. Comment vous définissez une tendance? Il n'y a pas de définition absolue de la tendance, il y a des manières de faire. Donc on va voir comment on va faire ça. Ok. Alors, j'ai essayé de prendre quelques exemples. Et donc j'ai un fichier Excel qui est associé à ce chapitre. J'ai déjà dit pas mal de choses sur l'ordre des dates est important. C'est ça la spécificité de l'analyse temporelle et chronologique. Il y a quelque chose aussi qui me semble important, c'est qu'est-ce que le temps? Donc finalement, on peut avoir plusieurs manières de mesurer le temps. Soit le temps de calendrier, le jour, le mois, le trimestre, l'année, qui est aussi une manière arbitraire de diviser le temps en intervalles réguliers, d'accord? Soit avoir un temps fonctionnel. Donc, typiquement, si vous n'intéressez pas au chômage d'un individu, eh ben, vous allez regarder la durée de ces épisodes de chômage. Évidemment, ça va être mesuré en mois, mais vous allez regarder, cela va avoir un sens, de regarder les observations par rapport à un temps qui est lui-même endogène, par rapport à des périodes qui sont elles-mêmes endogènes. Dans ce cours, évidemment, on parlera du temps calendrier, en ayant des données journalières, mensuelles, trimestrielles ou annuelles. Alors, j'ai essayé d'alimenter de quelques séries. Bon, par exemple, ce matin, j'ai été rechercher les données du taux de chômage aux États-Unis. Donc, c'est quoi le taux de chômage? Le taux de chômage, c'est le nombre de personnes en situation de recherche d'emploi qui sont chômeurs, divisé par la population active. D'accord? Donc, ce nombre, il est mesuré en pourcent, il est borné entre 0 et 100%. Il ne peut pas être négatif, il ne peut pas non plus être supérieur à 100%. Il est borné entre 0 et 100%. Ce nombre également, c'est une variable de flux, de stock. C'est un pourcentage, en l'occurrence. Est-ce que c'est une variable de flux, de stock? Ça se mesure comment? C'est un stock, ça se mesure au 31 décembre de l'année. On découpe le chômeur au 31 décembre, compte tenu du nombre de mois de je active, et vous divisez par P2. Oui. Question que j'ai déjà répondu, mais je vous redonne la réponse. C'est si vous pouvez observer quelque chose en posant les yeux dessus, c'est un stock. Instantanément. Le prix de la pomme au marché, c'est une variable de stock. Elle est affichée. Prenez une photo, vous avez le résultat. Si vous prenez une photo de Théonie, vous comptez le nombre de chômeurs dessus, à minuit, vous avez le nombre de chômeurs. Si en revanche, vous voulez mesurer la consommation des Américains, il faut faire un film. C'est une variable de flux. Parce que, d'accord? Donc, évidemment, quand vous regardez par exemple comment une baignoire est remplie, bien sûr c'est un stock. Il suffit de regarder les choses. Quand vous regardez comment le robinet remplit la baignoire, eh ben, il faut observer, c'est un flux. C'est assez simple. Mais vous voyez que c'est pas toujours très simple, en fait, si simple que ça. Le prix de la pomme, c'est un stock, mais par exemple, le salaire, est-ce que c'est un stock ou est-ce que c'est un flux? C'est plutôt comme avec le salaire, vous achetez du temps, ben c'est un flux. D'accord? C'est-à-dire c'est le salaire mensuel. Voilà. J'espère que vous comprenez mieux la différence entre les deux. C'est quelque chose que vous mesurez à une date. Et c'est ça qui est important à comprendre. Le taux de chômage, vous le mesurez à une date. D'accord? Vous l'observez à une date. Ici, ce taux de chômage, évidemment, il fluctue. Vous voyez, il va de 10%, c'est son maximum des 80, à 4% aujourd'hui grâce à la fantastique politique de M. Trump. Et vous voyez, cette variable chronologique, elle semble avoir un intérêt. Elle ne peut pas croître indéfiniment, elle n'a pas de tendance. Hein, elle n'a pas de tendance, elle n'a pas non plus de tendance vers le haut, vers le bas. Il semble qu'elle soit distribuée autour d'une moyenne de 5 ou 6%. D'accord? Et le taux de chômage un peu naturel aux États-Unis. Donc on dit qu'elle est stationnaire. Ça ne veut pas dire qu'elle ne bouge pas. Ça veut dire qu'elle s'organise dans des fluctuations autour d'une valeur moyenne.
D'accord? Donc ce n'est pas une variable dans laquelle on va essayer de chercher une tendance. Il n'y a pas de tendance, parce que le taux de chômage ne doit pas aller vers le négatif. Il ne va pas descendre ici, il ne va pas continuer à descendre jusqu'à -8, d'accord? Et il ne va pas non plus monter à 47 de l'autre côté. Donc il se balade comme ça. Ce que vous voyez aussi, c'est qu'il semble y avoir des cycles, des périodes longues, de 4 ou 5 ans, durant lesquelles le chômage est au-dessus de sa moyenne ou en dessous de sa moyenne. Donc ce sont des cycles que l'on aimerait bien identifier. Ici, je ne peux pas identifier de saisonnalité, parce que c'est une variable annuelle. On la mesure toujours au 31 décembre. D'accord? Le 31 décembre, c'est toujours après Noël. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des fluctuations saisonnières, puisqu'il n'y a pas de saison. Les saisonnalités, c'est infra-annuel. C'est quand il y a des mois, quand il y a des semaines. Il va y avoir un effet de dimanche. D'accord? Ça, c'est aussi une forme de saisonnalité, c'est un effet journalier lié à la journée. On va appeler ça saisonnalité de manière générale. Et voilà, ça, c'est un premier exemple. Voilà. Je propose qu'on fasse avec la pause. Et on se retrouve tout à l'heure. Et stop, on recommence. Ok. Donc, je vais pas le refaire dans le bureau tout à l'heure. Hein. C'est ce que je vais faire. Par contre, là, pour les réponses aux questions, vous allez pouvoir m'admirer après sur YouTube. Bon. Qui a une question sur le devoir? Allez-y, mademoiselle. Alors, commençons par la première. Est-ce qu'on peut mettre les cours? En général, ce qu'on fait, c'est que, ça c'est une question qui est question de présentation. Là, vous devez chercher des données à fréquence trimestrielle ou mensuelle, d'accord? Vous allez avoir plein de données. Donc le mieux, c'est de mettre les dates en colonne, et puis de mettre les données comme ça. Ça s'appelle faire une transposée. Vous prenez le tableau, vous mettez comme ça, et vous faites copier-coller, transposition, et ça vous remet dans ce bon sens. Sur Excel. C'est beaucoup mieux de le présenter comme ça, parce que, vous voyez, quand vous regardez, c'est plus facile de regarder les données dans ce sens-là que dans l'autre. Maintenant, si vous allez charger des données sur l'INSEE, quelquefois, elles peuvent être mises dans l'autre sens. Donc, l'important, c'est que ce soit bien présenté. C'est une question de convention. Donc, oui. Ah oui. Eh oui. Dans 10 ans, il y a 40 trimestres. Donc si vous prenez de 2005 à 2015, vous prenez à partir du 1er janvier 2015, qui sont la plus pertinente, T1 2015, vous allez jusqu'au T4 2014. Ouais, T1 2015 jusqu'au T4 2014. Vous avez bien 40 données, 4 trimestres, sur 10 années. Si vous rajoutez une 41e, c'est bizarre quoi. Il est tout seul celui-là. D'accord? On va bien du T1 2005 au T4 2014. Oui? D'autres questions? Allez-y. Vu qu'on a bien 40 je comprends pas. On ne pourra pas diviser en 3 périodes égales. Et c'est pas il y avait une histoire de 3 sous-périodes égales, c'est quoi cette histoire? Ils ne vont pas être égales. Comment? Ils doivent se diviser en 3 périodes. Ok. Donc on a 40 000. Vous n'avez pas. Si vous avez choisi des données trimestrielles et qu'on vous demande de décomposer en 3 sous-périodes, vous ne pouvez pas décomposer en 3 sous-périodes de longueur égale, on est d'accord? 40 est pas divisé par 3. D'accord? Donc moi, dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de décomposer par exemple en 3 ans, 4 ans et 3 ans. Ou 3 ans, 2 ans et 5 ans. D'accord? Mais à chaque fois, essayez de le décomposer dans lequel les mêmes trimestres de l'année sont impliqués. Ne faites pas, d'abord, vous faire 11 trimestres, après 9 trimestres, et après, d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Oui? Ah, mademoiselle,
commencez vos données à partir de T2, c'est dommage. Je pense que c'est mieux pour la clarté des choses, parce que vous allez présenter un moment où on vous demande de calculer ça par année civile. Une année civile, ça commence au 1er janvier, ça se termine le 31 décembre. Vous voyez bien que si vous faites du T2 et que vous avez donné le trimestriel, vous n'allez pas avoir 10 années civiles complexes. Donc commencez en T1. Vous allez jusqu'à dimanche pour commencer en T1. Ah, il n'y a pas de données pour T1, bah dans ce cas-là, trouvez une autre série dans laquelle il y a des données pour T1. C'est à vous de choisir les données pour que ça marche. D'accord? C'est assez logique hein, de commencer en T1. Donc si ça ne marche pas, éventuellement, sinon vous commencez en 2004, en 2006. D'accord? Je suis pas un petit chiffre de 2005. Il faut qu'il y ait 10 années. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, une année civile, c'est de quoi à quoi? Ça commence le 1er janvier, ça se termine le 31 décembre. Donc, une année civile, selon ce que vous mesurez. Ça, c'est une question qui est importante. On a vu que ça ne m'intéresse pas. Ok, bien compris. Si la variable est une variable de stock, elle est mesurée au 31 décembre à 23h59, ou au 1er janvier à minuit, c'est la même chose. La donnée que vous devez prendre, la première, c'est le T4. C'est le T4. Si c'est une variable de flux, par contre, vous voyez que comme c'est le PIB, vous allez prendre le 1er janvier, donc vous allez prendre la première variable, le T1. Vous avez compris ça, cette différence? C'est que si vous regardez par exemple un taux de chômage, le chômage, c'est donné de stock. Donc si vous voulez avoir la variation annuelle du chômage, il faut bien comparer le T4 de l'année N-1 au T4 de l'année N. Ok. Dans ce cas-là, pour les variables de stock, vous pouvez avoir 40 données, d'accord? Mais pour la variable de flux, si vous voulez calculer le taux de croissance sur l'année civile, il faut rajouter une 41e donnée, qui sera le T4 de 2004. C'est stupide, quoi, hein, c'est pas... D'accord? Vous avez compris? Là, vous avez besoin de 41 données si vous voulez calculer les taux de croissance en annuel, par année civile. Parce que vous devez bien aller du T4 au T4. Par contre, on est d'accord que sur un PIB, quand vous allez calculer un taux de croissance sur l'année civile, sur l'année, voilà, vous allez de toute façon comparer l'addition du T1 à T4 d'une année à l'addition du T1 à T4 de l'année précédente. Ok? Donc en fait, vous voyez, vous ne pouvez pas calculer plus de taux de croissance là. Vous pouvez en calculer que 9 de taux de croissance. Si vous voulez en calculer 10 avec une variable de stock, c'est que vous allez rajouter cette 41e variable. Après, c'est peut-être un peu subtil. Peut-être que vous pouvez calculer que 9 variations, ça suffit. Mais votre cours actuel ne vous entendra pas tout à l'heure. D'accord? Donc une année civile, on est d'accord qu'il y a 4 trimestres dans l'année, et que quand c'est une variable de flux et de stock, ça fait une différence, et que le T4, la croissance du chômage en 2012, c'est la différence entre le nombre de chômeurs au 31 décembre 2012 comparé au nombre de chômeurs au 31 décembre 2011, moins 1. Il faut bien avoir le T4 2011 pour pouvoir faire le calcul. Sinon, vous n'êtes capable de calculer le nombre de chômage qu'à partir de 2012-2013. Vous l'avez su. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout le monde a réussi à télécharger les données? Bon, c'est déjà un point. C'est bon? Bon, c'est dommage que je n'ai pas réussi à enregistrer la c'est bon. Ok, on se retrouve la semaine prochaine, samedi matin. Samedi. Soyez bien prêts.